ce tout premier épisode de podcast de l'entre-deux à l'alignement. Je suis Linda et je suis un tout petit peu stressée mais aussi super excitée d'enregistrer ce premier épisode de podcast parce que si vous saviez depuis combien de temps j'ai envie d'enregistrer un épisode de podcast où je peux parler à foison de tous les sujets dont je raffole, la spiritualité, le développement personnel, les neurosciences, la manifestation, la vie en général, la maternité, voilà, l'argent, l'ambition, tous ces sujets-là vraiment me passionnent et je suis le genre de nana qui laisse des notes vocales de 15, 20, parfois j'avoue 40 minutes. Je pense que cette copine saura se retrouver dans ce message, tout simplement. Ça m'est déjà arrivé, effectivement, de faire des audios de 40 minutes. Donc, c'est vous dire à quel point la parlotte, ça me parle, tout simplement. Mais bon, là, j'ai pas l'intention ici de faire des épisodes de podcast aussi longs. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que finalement, plus tard, il y aura des sujets qui seront tellement denses que des épisodes un peu plus longs seront nécessaires et vous feront plaisir. D'ailleurs, j'aimerais bien aussi pouvoir avoir au fur et à mesure des retours pour comprendre, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour ce premier épisode de podcast, j'ai plutôt envie de me lâcher la grappe et essayer de faire quelque chose qui soit le plus authentique possible. Donc, je vais essayer de me détacher du fait que cet épisode sera sur une plateforme d'écoute et plutôt faire comme si j'allais faire un vocal à une copine. Voilà. Donc ce vocal à cette copine, c'est pour lui dire, pour lui rappeler un peu qui je suis. Peut-être qu'elle a zappé, elle est partie en vacances et elle l'a oublié. Donc voilà, c'est pour lui faire un petit reminder. et donc non, voilà. En tout cas, cet épisode, c'est surtout mon premier épisode tout simplement. Et c'est surtout un épisode pour je crois, ça fait très bizarre de dire ça, mais raconter un petit peu comment tout ça a commencé, comment toute cette aventure a commencé. Et puis vous partager un petit peu tout le background de qui je suis. J'imagine que c'est peut-être quelque chose qui peut être logique dans la continuité des épisodes que j'ai envie de faire. Ça doit sûrement être intéressant de savoir peut-être un petit peu qui je suis et pourquoi je fais ce que je fais. Alors tout a commencé il y a un moment puisque j'ai 31 ans et tout a commencé, non, je dirais vraiment quand j'ai commencé à travailler et que je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas. Que ça ne me convenait pas à plusieurs niveaux. En fait, j'ai commencé à travailler, au départ, j'étais en hôtellerie, donc j'ai fait des études plutôt événementielles, communication événementielle, et ensuite je me suis dirigée dans l'hôtellerie. Et à l'intérieur de cette expérience hôtelière, j'ai surtout fait de l'événementiel. Et je me suis découverte une grosse passion parce que faire de l'événementiel, en plus, c'était un super bel établissement. Donc vraiment, j'ai eu la chance de pouvoir vivre des expériences absolument hors normes. Mais c'était vraiment incroyable à ce niveau-là parce que la grande passion que j'ai pour l'événementiel, d'ailleurs, j'y reviendrai parce qu'en vrai, je ne compte pas lâcher l'événementiel comme ça. Mais la partie événementielle était incroyable parce que il y a vraiment un côté où on permet aux gens de se lier et de vivre des choses ensemble, de vivre des expériences ensemble qui sont, je trouve, incroyables. Et même si parfois c'est des événements qui sont professionnels, je trouve que même dans des événements pro, il y a toujours un moment où, à l'heure du déjeuner, ou s'il y a une petite surprise, quelque chose, quand les gens se rassemblent, il y a quelque chose que je trouve hyper fort et hyper impactant. Et du coup, j'ai toujours adoré ça. Et puis surtout, ça prend tellement de temps, d'énergie, de constance de devoir organiser un événement. Ça pouvait être des événements qui étaient assez petits, mais ça pouvait aussi être des gros événements avec beaucoup de personnes. Et c'est vrai que d'arriver à la fin du projet et de voir concrètement, ok, tout ce que j'ai mis en place, voilà ce que ça a créé. C'était une sensation que je trouvais absolument incroyable. C'était vraiment un énorme shot d'adrénaline. Et enfin bref, j'en garde vraiment des souvenirs incroyables. Mais à côté de ça, c'était quand même une expérience sur laquelle j'avais du mal à me voir évoluer, en tout cas dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Et je me souviens souvent me faire la réflexion, mais vraiment, je venais de commencer de bosser, quoi. Et je me souviens me faire cette réflexion mais si j'évolue là dans cette entreprise, il se passe quoi ? Enfin,
En gros, là, si j'évolue, je vais me retrouver à une position où j'aurai juste peut-être un peu plus d'argent, un peu plus de responsabilités, mais concrètement, enfin, c'est ça que je vais faire dans la vie. Et c'est comme si j'avançais un peu avec des œillères parce que bah, c'est les steps normales qu'on attend de moi. Bah voilà, t'as fait tes études, t'as validé ton diplôme, maintenant tu fais ta première expérience, puis tu trouves ton CDI, etc., etc. Et cetera. Et en fait, j'en étais là. Et même si je kiffais ce que je faisais, je me suis très rapidement sentie limitée. Ouais, limitée par rapport à ce que j'avais réellement envie de faire et ce que j'avais réellement envie de faire, même si j'avais pas les mots pour conscientiser tout ça, clarifier tout ça. La sensation que j'avais, mais depuis toujours, c'était mais j'ai envie de faire quelque chose de dingue en fait. Et j'ai envie de faire quelque chose où je me lève le matin, où j'y pense tout le temps et où je me dis mais c'est incroyable, mais t'imagines l'impact positif que ça peut avoir. J'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de me sentir réellement utile. Et alors je sais que c'est quelque chose qui est super courant, je pense que encore plus du coup avec la nouvelle génération qui arrive, mais c'est quelque chose de... Ouais, je pense que tout le monde se fait cette réflexion-là. Enfin, on a tous envie, à notre petite échelle, de pouvoir participer et faire quelque chose dans le monde où on laisse une trace, où on fait... ouais, je sais pas, quelque chose qui est impactant et qui est impactant positivement. Et donc, j'avais un petit peu cette sensation, mais à ce moment-là, bon, j'avais 20 ans, c'était un petit peu compliqué, je me voyais pas lancer quelque chose à proprement parler qui pouvait être impactant, parce que, bah, quoi, j'ai 20 ans, qu'est-ce que je peux apporter? Blablabla, blablabla, ceci s'appelle des croyances limitantes. Et au final, j'ai quand même continué jusqu'à ce que j'ai cette illumination de me dire ok, bah alors peut-être que je peux pas lancer mon projet, mais clairement, en tout cas, je peux pas attendre d'avoir rencontré l'homme de ma vie et de tomber enceinte sans avoir au moins expérimenté le fait de voyager. Ça, c'est quelque chose qui me tenait tellement à cœur. J'avais hyper envie de voyager en mode backpack et d'aller découvrir des... Je sais, en vrai, je pense que maintenant je le sais, mais avant de partir, je savais pas exactement qu'est-ce qui m'appelait autant, mais il y avait vraiment un besoin, mais viscéral, de partir et de créer quelque chose pour moi en fait. Et la vie a fait que je suis partie toute seule parce que en fait, avec ma meilleure pote à ce moment-là, on avait envie de partir ensemble et ça matchait jamais. Il y avait jamais un moment où elle était dispo en même temps que moi, ou moi j'étais en dispo en même temps qu'elle, ce qui fait que je me suis dit bon bah faut peut-être prendre le taureau par les cornes, et puis tant pis j'irai toute seule. Et cette prise de décision là a aussi été très compliquée parce que il y avait quelque chose en moi qui s'était décidé. Je savais. Je sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais parfois il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur où c'est juste je sais. Je vais y aller en fait. J'ai peur, je suis un petit peu excitée, j'ai peur, mais je sais que je vais y aller. Et même si j'étais autonome, indépendante, donc j'avais mon appartement, etc., j'étais quand même assez dépendante du regard de mes parents, surtout de mon père. Et aujourd'hui, avec le recul et un petit bébé, je me rends compte à 1000% à quel point cela a dû être un challenge énorme en tant que papa poule d'entendre sa fille dire je pars à l'autre bout du monde toute seule avec un sac à dos. Mais ça a été difficile parce que sur le coup, il était évidemment pas forcément très chaud que je parte. Et surtout pas très chaud que je quitte un CDI que je venais d'avoir avec une super belle position dans un super bel hôtel. Et ça a pris plusieurs mois pour que j'arrive à vraiment écouter ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Et finalement, quand on est face à quelqu'un qui sait pour lui ce qui est bon pour lui, on peut trop rien dire. Parce qu'une fois que la décision est prise, bah finalement elle est prise, quoi. Il y a trop rien qu'on peut faire qui peut apporter du changement. La décision est prise. Donc, bref, j'ai quitté mon CDI, j'ai rendu mon appartement, j'ai vendu la plupart de mes affaires, le reste, j'ai mis tout ça dans des cartons entre chez ma mère et chez mon père. J'ai pris mon billet d'avion et je suis partie à Porto Rico parce que je suis absolument fan de musique latine et notamment de danse latine. J'adorais parce que j'aime encore, mais c'est vrai que je le pratique vraiment quasiment plus du tout, la salsa et la bachata, précisément la bachata. Et j'ai commencé par Porto Rico pour aller danser la salsa. Et donc j'ai passé 3 ou 4 semaines là-bas et c'était absolument incroyable.
Il y a beaucoup de choses dont je me rends compte que je ne me souviens pas, mais la vibe globale était je n'ai jamais été seule. Et vraiment, mais je me suis sentie portée et guidée parce que c'était mais un tas d'expériences. Chaque journée était une expérience hors norme. Chaque journée, il se passait des choses absolument folles. Entre des visites, des découvertes, des rencontres avec des personnes ou juste des choses qui se passent dans le quotidien. Enfin, par exemple, le jour où je suis arrivée à Porto Rico, ils ont perdu ma valise. Et donc, moi, j'avais prévu d'arriver très tard dans la nuit, slash très tôt le matin, pour pouvoir profiter de ma journée. C'était une très grosse erreur parce qu'en fait, j'étais extrêmement fatiguée. J'avais qu'une envie, c'était d'aller me doucher et de dormir. Mais enfin, bref. Donc, du coup, j'avais choisi ça dans cette optique-là. Et en fait, je suis arrivée sans bagage. Donc, en fait, j'avais que mon téléphone et vraiment, j'avais rien dans mon sac à dos. Enfin, dans mon sac à dos. J'avais un backpack, mais du coup, ce backpack était un bagage en soute. Et moi, dans ce qui me restait dans mon sac à main, c'était vraiment genre mon téléphone, mon portefeuille et c'est tout. Et heureusement d'ailleurs que j'avais mon portefeuille avec moi, mais enfin bref. Et enfin bref, vraiment, c'était que des expériences comme ça qui étaient pas forcément hyper cool sur le coup, mais qui après coup étaient très fun. En tout cas aujourd'hui, ça me fait beaucoup marrer de raconter. Et du coup, voilà, j'ai vraiment vécu 4 semaines absolument incroyables. J'ai donc évidemment dansé la salsa à foison là-bas. C'était oh là là, quel dinosaure. C'était le moment où la chanson Calma sortait. Alors je vais pas la chanter, mais c'était... Enfin bref, je pense que vous connaissez quoi. C'était toutes les journées où on écoutait ces chansons-là avec une petite bière, aller à la plage, aller découvrir des nouveaux lieux, etc. etc. Enfin, c'était incroyable. Ensuite, j'ai fait des super rencontres aussi, c'était vraiment très très chouette. Ensuite, j'ai repris un billet pour aller en République dominicaine. Et donc là, mon objectif, c'était danser la bachata. Et pareil, c'était incroyable. Et puis ensuite, j'ai été en Jamaïque. Parce que du coup je suis originaire de Jamaïque, ma maman est jamaïcaine et ça faisait très longtemps que j'avais pas vu ma famille du côté de ma mère et je me suis dit bah je suis juste à côté, je vais évidemment rajouter la Jamaïque dans mon parcours, donc j'y suis allée, j'ai été là-bas pour passer un mois et c'était absolument génial. Enfin vraiment c'était trop stylé, c'était trop cool, et puis l'expérience en plus après avoir voyagé seule, de en plus voyager mais en étant auprès des siens, entre guillemets. C'était vraiment encore une super expérience. Et y a plein de choses qui ont bougé pour moi à ce moment-là. Je pense que surtout, la plus grosse chose qui a bougé intérieurement, c'est quelque chose de l'ordre de mon système de validation, ou en tout cas de la confiance que je me porte sur je peux me faire confiance en fait. Parce que là, quitter ce CDI, lâcher mon logement, vendre mes affaires et disperser le reste chez papa-maman, pour partir sans avoir un itinéraire, parce qu'en fait à chaque fois je prenais mes billets pour la destination suivante quand j'étais sur place. Et je me suis jamais sentie aussi bien de ma vie. Genre vraiment j'étais à ma place quoi. Et y a vraiment ce truc que j'ai ressenti d'ancrage à l'intérieur de moi de putain mais fais-toi confiance en fait. Fais-toi confiance parce que sur le papier ça pouvait sembler complètement fou ou ouais, complètement dingue. Et finalement, c'était la meilleure décision de ma vie. Et vraiment, j'en parle encore aujourd'hui avec beaucoup d'émotion parce que vraiment, ça a été un déclic pour moi de me dire, mais en fait, je peux me faire confiance, je peux écouter ce que me dit mon intuition et vivre quelque chose d'absolument incroyable. Parce que j'ose imaginer que si j'étais restée dans la position dans laquelle j'étais, peut-être à subir, entre guillemets, un boulot dans lequel même si je m'y sentais bien, etc. à ce moment-là, mais que je voyais pas forcément de suite pour le moment, je sais pas comment les choses auraient suivi, mais j'ai plutôt tendance à penser que de ne pas agir parce qu'on a peur de quelque chose, c'est justement ce qui crée une situation qui est particulièrement bloquante à la fin. Et donc, me voilà en Jamaïque. Et une fois ces quelques semaines passées là-bas, j'assiste à des violences un petit peu dans la rue et sans trop épiloguer là-dessus. J'ai été assez chamboulée et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vrai que sur un moment où on est un peu chamboulée émotionnellement, etc. J'étais un peu choquée, je pense, par ces violences. J'avais vraiment besoin d'être auprès de ma famille, d'être dans ma zone de confort, pour le coup, là où j'étais pas, du coup, vu que j'étais en voyage.
Et la prochaine destination, je crois que c'était peut-être une semaine plus tard que j'avais prévu, était au Costa Rica. En plus, c'était vraiment mais, le lieu, la destination de mes rêves. C'était vraiment genre pour le Costa Rica que j'avais prévu tout ce voyage. Je me dis, bon, allez, j'arrête pas, je prends mon billet pour aller au Costa Rica, etc. Et puis en fait, tout ce qu'il a avait été hyper fluide, j'étais vraiment dans le flow. Je ressentais vraiment pas du tout la peur d'être une femme seule en train de voyager. Parce que déjà, j'avais jamais été seule une seule minute de tout ce voyage-là. J'avais toujours rencontré des amis, enfin des gens qui sont devenus des amis. Et, euh, et en fait, là, j'ai pris les billets pour le Costa Rica et puis il n'y avait plus rien de fluide. J'arrivais pas à réserver, j'arrivais pas à trouver un vol qui me convenait, j'arrivais pas à me décider sur est-ce que je vais du côté est ou ouest, est-ce que je commence par ça ou ça. J'ai vraiment plus du tout de flow, rien n'était fluide. Et du coup, je me suis dit, j'arrête là parce que j'ai plutôt tendance à me dire que quand je me fais confiance, mais à partir du moment où je commence à sentir que c'est plus une bonne idée, c'est peut-être pas une bonne idée de tenter ça à l'autre bout du monde. Donc j'ai préféré rentrer. Et donc du coup j'ai perdu mes billets pour le Costa Rica et j'ai repris des billets pour retourner en France. Et voilà, ensuite on est suivi une autre phase où j'ai commencé l'entrepreneuriat. Donc du coup j'ai commencé l'entrepreneuriat en faisant plein de choses. Au départ je m'étais dit mon métier à la base c'est quand même de l'événementiel, donc je vais lancer mon agence. Ou en tout cas mes services de chef de projet événementiel. Ça s'est pas tout à fait passé comme ce que j'avais imaginé, notamment parce que en tant que chef de projet event, c'était un petit peu compliqué de trouver des missions sur lesquelles j'avais réellement mon mot à dire, ou tout simplement de trouver des missions. En plus, à ce moment-là, c'était pas forcément très connu, j'ai envie de dire, d'être freelance en événementiel. C'était plutôt des contrats saisonniers, etc., qui étaient proposés. Et donc, du coup, je suis retournée dans l'ancienne entreprise hôtelière dans laquelle je bossais avant de partir. Et en fait, là, s'en est suivi des années de je pars, je reviens, je pars, je reviens, je pars, je reviens. Et c'était même un running gag à l'intérieur de l'entreprise, parce que les gens ne se rappelaient même plus le nombre de fois où j'étais partie et le nombre de fois où on m'avait rappelé pour revenir. Et j'en rigole aujourd'hui parce que c'est vrai que c'était rigolo au final. Mais en fait, les raisons pour lesquelles je partais à chaque fois étaient que je ne me sentais pas à ma place. Que j'avais toujours ce truc à l'intérieur de moi où je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Ce n'est pas du tout la direction que j'ai envie de donner à ma vie. Et à chaque fois, il y avait comme une vision en moi, où il y avait comme quelque chose en moi qui était de l'ordre de... euh, vous savez, il y a une phrase qui dit si un rêve a été placé en toi, c'est pour que tu le réalises, ou quelque chose dans ce genre-là, en tout cas. Et j'avais un peu ce truc-là. Et puis à chaque fois, j'avais le côté rationnel qui revenait et qui me disait non mais sois responsable, sois raisonnable, quand même, tu as un CDI, tu es très bien positionné, tu es bien payé, ça va te permettre de pouvoir acheter un appartement, ça va te permettre de faire ci, de faire ça, de changer de voiture, etc. etc. Et c'est vrai que toutes ces choses-là qui sont matérielles étaient hyper importantes pour moi à ce moment-là, parce que c'est quand même une période de vie où je construisais ma vie et où j'avais envie de pouvoir avoir ces choses-là. Mais en fait, on a beau se répéter. En fait, c'est cyclique ce genre de choses. Parce que il y a toujours un moment où on arrive suffisamment à se raisonner en se disant c'est bon, je vais pas me prendre la tête, je suis quand même bien payée, j'ai quand même une bonne position, ça me sécurise, etc., etc. Je suis pas pressée de partir non plus, je vais y réfléchir et puis au pire je partirai l'année prochaine, etc., etc. Et en fait, d'autres moments où c'est impossible de se raisonner. Il y a quelque chose de plus fort à l'intérieur de soi qui crie et qui dit mais non, mais ça va pas en fait, ça ne va pas. Et quand est-ce que tu vas m'écouter? Et c'était super dur en fait de vivre ça parce que souvent de l'extérieur on a un peu l'impression qu'on en demande trop ou qu'on se surplaint de quelque chose. Parce que comment veux-tu te plaindre d'une bonne position qui est bien payée dans un bel établissement où tu fais quelque chose que t'aimes? Parce que mine de rien j'aimais ce que je faisais mais j'aimais pas l'endroit où je le faisais et la manière dont je le faisais. Et c'était assez compliqué cette période-là et je pense que le fait principalement que je me sois pas écoutée sur ces périodes où j'avais envie de partir et de faire autre chose et de laisser suffisamment de vide et de temps pour laisser émerger quelque chose,
Je laissais pas arriver en fait. Je partais et puis souvent un mois ou deux après, l'entreprise me rappelait parce qu'en fait, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire, etc. Donc, bon, enfin bref, sans épiloguer là-dessus. Et, euh, et du coup, c'était assez compliqué en fait de revivre ces moments de down. Et au moment où je suis vraiment partie, euh, je savais toujours pas en fait si ça allait être une autre fois où j'allais partir pour revenir. Mais il y avait quelque chose de l'ordre de je peux plus continuer à vivre comme ça. Et la dernière année avant que je parte m'a vraiment beaucoup, beaucoup étiolée. J'étais exténuée. Je pleurais tous les jours. Je pleurais vraiment beaucoup, beaucoup. Je pleurais même au travail. Euh, je pleurais beaucoup au travail. D'ailleurs, fort heureusement, j'avais des collègues absolument extraordinaires à qui je pouvais me confier et à qui je pouvais envoyer un petit message STP, viens, on se retrouve à tel endroit, il faut que je décompense un peu. Mais c'était difficile, c'était vraiment super difficile. Et en fait, quand il y a ce sentiment de plus se sentir à sa place, etc., enfin, ça devient un chaos à l'intérieur de soi et tout devient difficile. Tout devient difficile et ça se répercute en fait dans plein d'autres sphères de la vie. Et bref, ma réflexion aujourd'hui, c'est d'avoir pris beaucoup de temps avant de partir parce que je me sentais pas suffisamment en sécurité pour le faire. Parce que je savais pas exactement pourquoi je partais. Enfin, je savais pourquoi je ne voulais pas rester, mais je savais pas pourquoi je partais. Et c'était difficile parce que j'ai un peu ce côté très concret, très responsabilité. Et quoi? Moi, je serais partie de mon travail, de mon CDI, sans avoir de sécurité derrière, sans avoir de filet. Enfin, ça me semblait très gros, ça me semblait impossible. Et surtout, ça me faisait très peur, en fait, de me demander qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire. Parce que oui, il y avait cette voix intérieurement qui me disait, mais t'as envie de faire autre chose. T'as envie de faire autre chose. Va faire cette autre chose. Mais je ne savais pas ce que c'était. Et c'est très frustrant. Je sais pas si ça vous fait cet effet-là, par exemple. Moi, j'ai pas de passion à proprement parler. Et il y a plein de choses que j'aime bien faire, mais j'ai pas une passion. Genre mon chéri, il a la passion du poker. Je connais des gens qui ont la passion de la photographie, je sais pas, de la cuisine, la pâtisserie ou quoi que ce soit. Moi, je j'ai pas de passion. Il y a plein de choses que j'aime, mais c'est pas des passions. Et, euh, et ça, je pensais que c'était bloquant, par exemple. Je me disais, mais si je suis passionnée de rien, bah, c'est que j'ai rien à faire, en fait. Parce que pour moi, les gens qui ont une vocation, c'était généralement des passions qui se transformaient en métier. Parce que, bah, attends, c'est une mission de vie, en fait, de travailler en faisant quelque chose de sa passion. C'est absolument incroyable. Et bref, il y avait beaucoup de blocages par rapport à ça, beaucoup de croyances limitantes encore. Et au final, je me suis dit, bah, il n'y a pas le choix, en fait, il faut essayer quand même. Donc je suis quand même partie. Et puis finalement, il s'est passé des tas de choses. Je me suis de nouveau remise à mon compte. J'ai continué l'événementiel et ça m'a pas plu. Pour la même raison, c'était des missions sur lesquelles finalement j'avais pas tout à fait mon mot à dire. Enfin bref, on peut en parler pendant 1000 ans parce que finalement le gros du sujet, je pense que c'était toujours que je faisais pas ce que j'avais envie de faire et ce pourquoi j'étais appelée. Ensuite, du coup, je me suis dit, ah bah non, je vais faire telle mission. Donc, je me suis reconvertie, j'ai fait du community management. Enfin, toujours en fait pour me rapprocher de quelque chose qui était très fort pour moi et qui l'est encore. C'est ma liberté. Alors, je sais qu'on utilise dans tous les sens ce terme cette valeur de liberté. Pour moi, qu'est-ce qu'elle veut dire? La liberté, pour moi, c'est de pouvoir choisir réellement ce qui m'appelle. Sans me dire, ah ben non, je peux pas faire ça parce que tu comprends, je suis attachée à tel pilier, telle chose et du coup je peux pas. Et précisément pour moi, le salariat, alors j'ai aucun problème particulier avec le salariat, ça convient très bien à certaines personnes, ça m'a très bien convenu pour la première partie de ma vie, mais aujourd'hui ça ne m'appelle pas. Et pour moi par exemple, pour moi à titre personnel, ce que ça représente le salariat, c'est le fait de devoir demander si je dois prendre un jour de congé, demander si je dois partir plus tôt pour chez mon fils à la crèche, m'être mal à l'aise si je suis malade et ne pas pouvoir aller travailler parce que j'avais une mission importante, etc., etc. C'est devoir négocier une paye pour pouvoir augmenter mon salaire, etc., etc. Et
aujourd'hui, moi, la liberté que j'ai envie de vivre, elle n'est pas incroyable, hein. Elle est juste de pouvoir choisir les jours où j'ai envie de travailler, pouvoir avoir des jours sur lesquels je peux travailler, des jours sur lesquels je peux m'occuper de mon fils et passer du temps en famille, des jours sur lesquels je peux, par exemple, me dire, ok, bah, sur les 6 prochains mois, y a, le lundi, c'est réservé à mon journée de bien-être en fait. Je vais me faire masser, je vais marcher en nature, je vais voir des copines, je vais déjeuner au soleil, je vais boire mon café. Et cette journée-là, elle est dédiée à ça. Et le fait de ne pas avoir à rendre de compte précisément à un employeur, mais pouvoir créer l'activité qui me plaît. Et évidemment, il y a des à côté qui sont moins reluisants, hein. C'est aussi être très responsable que d'avoir sa propre activité et de se gérer seul. Mais pour moi, elle en vaut 1000 fois le coup. Et puis surtout, le fait de pouvoir me dire que mon activité, elle peut évoluer avec moi. Genre, j'ai la liberté de pouvoir me dire, ok, ben, j'ai créé mon auto-entreprise pour faire de l'événementiel. Puis ensuite, je me suis dit, non, ça fonctionne pas comme ça. Donc, je vais plutôt faire du community management. Ensuite, j'ai fait de la formation sur Instagram. Et maintenant, du coup, je fais du coaching. Et tout ça pour dire que, ben, cette liberté-là, je suis pas sûre que j'aurais pu l'avoir en ces termes si j'étais restée dans la position dans laquelle j'étais en salariat. Donc, tout ça pour dire que il s'est passé beaucoup de choses et le point le plus important, je dirais, pour la suite des événements a été ma grossesse qui est arrivée en 2024, si je ne me trompe pas. Et en fait, ma grossesse, ça a été la meilleure nouvelle qui aurait pu arriver à ce moment-là, tout simplement parce que déjà, on avait envie d'accueillir un petit bébé, mais aussi et surtout parce que, en fait, et je m'en rends compte beaucoup mieux maintenant avec une prise de recul, mais en fait, ce dont j'avais besoin, c'était pas l'urgence de trouver quoi faire et ce qui m'appelait, c'était l'urgence de faire une pause. Ce dont j'avais besoin à ce moment-là, c'était de m'arrêter. J'avais besoin de mettre un stop et d'arrêter de courir après l'urgence de mais qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce qui m'appelle. C'était devenu une obsession en fait de comprendre pourquoi j'étais appelée professionnellement. C'était devenu très difficile d'avoir en fait, parce que la narration intérieure que je m'étais faite vis-à-vis de cette expérience-là, c'était je trouverai jamais ma place sur le plan professionnel. Ce sera toujours compliqué pour moi. Et bien que j'aime pas être dans ce style de personne qui se raconte ce genre de choses, sur ça, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à ne pas le faire. Et la grossesse, en fait, j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix parce que finalement, ben, elle est arrivée rapidement et ça a été comme une évidence, en fait, de me dire, mais je revivrai jamais ce moment d'être enceinte sans avoir un autre enfant. Donc si je veux dans ma vie, un peu comme la question du voyage qui s'était posée il y a quelques années mais en fait c'est le bon moment pour aller voyager seule parce qu'ensuite je vais forcément rencontrer l'homme de ma vie que j'ai rencontré, avoir des enfants et j'aurai plus le temps ou en tout cas j'aurai peut-être plus l'occasion de le faire de cette manière-là. Et je suis tellement heureuse de m'être écoutée et de l'avoir fait. Et là, du coup, j'ai eu la même sensation par rapport à la grossesse. Je me suis dit, bah, let's go, en fait, je vais m'arrêter. Et surtout, je pense que c'était beaucoup plus simple aussi de le faire par rapport à la grossesse, parce que vis-à-vis de la société, c'était aussi beaucoup plus simple et acceptable d'entendre que je m'arrêtais de travailler très tôt par rapport à ma grossesse, même si j'ai vécu une grossesse très simple. C'était beaucoup plus acceptable. Et donc, je pense que c'était beaucoup plus simple aussi pour moi de faire cette démarche-là. Donc, du coup, je me suis arrêtée. Ça n'a pas été si simple que ça, même si, bien évidemment, j'ai profité. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de culpabilité. Il y avait quand même encore beaucoup cette obsession de « Ok, bon, je m'arrête pendant 9 mois, mais concrètement, ensuite, il faut vraiment que je me remette à réfléchir à tout ça parce que ta. » Et plus le temps passait, et plus j'avais pas l'illumination que j'attendais en ayant l'impression d'avoir lâché tout ça. Et je me disais, mais merde, putain, ça vient pas, comment je vais faire, ça va être trop compliqué, ça va être horrible. Je vais me retrouver à avoir accueilli mon bébé et être toujours dans les mêmes problématiques. Et puis, c'était un tourbillon de pensées hyper compliquées. Et ben, j'ai continué d'avancer avec tout ça.
Et je suis arrivée à la naissance de mon fils. Et en fait, à la naissance de mon fils, ça a été comme de mettre au monde bébé, mettre au monde comme une nouvelle version de moi-même. Un peu bizarre à dire. Et pour autant, je l'avais déjà entendu de la part d'autres mamans. Mais je pense que tant qu'on le vit pas, il y a quelque chose qu'on peut pas comprendre viscéralement dans le corps. Et en donnant naissance à mon fils, il y a quelque chose qui a shifté en moi. Et pour la faire courte, c'est je suis son refuge. Euh, je me dois d'être la femme que j'ai envie d'être pleinement. Et j'ai plus le temps, en fait, de me dire, bah, c'est pas grave, bon, je prends encore cette année, je vais faire un taf comme ça, histoire de, et puis ça viendra, etc. Non, 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 non. Parce que dans un an, il aura 2 ans, le bébé. Et ainsi de suite. Il va continuer de grandir et il me voit au quotidien. Et j'ai envie qu'il voit une maman qui est pleine d'enthousiasme, qui est heureuse de faire ce qu'elle est en train de faire, qui vit sa mission, en fait, tout simplement. Et ça, c'est vraiment hyper important pour moi. Enfin, ce côté un peu Disneyland, d'avoir l'impression que tout est possible, quoi. Donc, ça a été un appel extrêmement fort, du coup, depuis la naissance de mon petit bébé. Et finalement, en fait, ça m'est revenu un peu. Je ne saurais pas forcément expliquer comment ça m'est revenu tout doucement, un peu par vague, comme si aujourd'hui, avec un peu de recul, l'image que j'ai, c'est peut-être que c'est revenu un peu comme l'intuition. Parfois, elle frappe à la porte, elle te donne une information, et si tu l'écoutes pas, elle part, comme les idées d'ailleurs. Et j'ai l'impression que mon intuition, depuis toujours, elle m'avait un peu donné ces infos-là, et que je les avais fermées, mais à double clé, rangées au grenier, parce que c'était une version de moi qui était tellement loin. Il y avait tellement un gap, un énorme décalage entre la version de moi avec cette intuition de j'ai envie d'avoir un impact positif, de pouvoir aider les gens, etc. C'était tellement loin de moi de mais comment je vais faire ça, que je m'en suis vraiment énormément dissociée. Et pendant toute la phase où vraiment tout était difficile au niveau pro, il n'y avait rien de cet ordre-là qui revenait vers moi. Et, et là, alors je crois qu'on entend mon petit chat derrière qui craque. Et je crois que l'intuition est revenue quand j'ai laissé la place, la disponibilité de l'accueillir à nouveau. Et je crois que ça, c'était... Mais tu peux aider les gens, en fait. Peut-être que toi, le parcours que tu as eu, peut-être que toi, ce que tu as vécu, traversé, et tout ce sur quoi tu t'es renseigné, ça peut aider quelqu'un. Il y a toujours plein de personnes qui, finalement, n'ont pas lu, écouté. Et tout ça, ça peut participer à aider. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans tout ça, j'avais surtout une énorme résistance, mais vraiment une très, très, très grosse résistance à accepter qu'en fait, au fond de moi, ce dont j'avais envie, c'était d'accompagner les gens, d'accompagner les femmes plus précisément. C'était vraiment quelque chose qui me faisait vibrer, qui me fait vibrer, et c'était quelque chose sur lequel j'avais une très grosse résistance parce que, qui je suis en fait pour aider quelqu'un? Et il y avait aussi, je crois, une croyance qui me disait, mais tu dois être parfaite pour pouvoir accompagner quelqu'un, genre, il faut que toi t'aies réussi... à un niveau incommensurable pour pouvoir... il faut qu'on ait rien à redire de toi pour que tu puisses te permettre d'aider quelqu'un. Et je l'ai déconstruite, du coup, cette croyance, même si parfois elle peut revenir un petit peu. Et la première chose, c'est que je me dis que moi-même, les mentors que j'ai ou les personnes que j'admire et qui m'inspirent énormément sont toujours work in progress. Ils sont toujours pas... Enfin, personne n'a atteint... je dis n'importe quoi, mais l'éveil spirituel incroyable où ils n'ont plus aucune peur, ils sont dans la paix et le calme. Enfin, tout le monde traverse toujours quelque chose. Même si t'as évolué, même si t'as fait un travail intérieur, tout le monde traverse toujours quelque chose. Et enfin bref, du coup, me voilà
à avoir cheminé et à avoir accepté que oui, mon chemin, clairement, c'est de pouvoir aider d'autres femmes à traverser ce brouillard, là où elles se sentent floues, dans leur vie perso et ou surtout dans la partie professionnelle, quand elles sentent qu'elles veulent plus, qu'elles veulent s'écouter, qu'elles veulent s'aligner à quelque chose et qu'en fait c'est tellement le brouillard qu'elles ne savent même pas comprendre, entendre, mais c'est quoi en fait que j'ai envie de faire et puis comment je fais pour faire le premier pas. Et moi à ce stade-là j'ai envie de les aider à clarifier, j'ai envie de les écouter, j'ai envie d'être pouvoir être leur miroir pour pouvoir comprendre tout ça et cheminer pas à pas, avancer pas à pas et en fait se rendre compte que il s'agit pas d'avoir toutes les réponses, il s'agit pas de tout trouver d'un coup, mais en fait, quand on est dans le brouillard, et d'ailleurs la métaphore se fait également quand on est en voiture et qu'on est face à du brouillard, on cherche pas à avoir à 100 mètres plus loin. On cherche à avancer sur les 10 premiers mètres qui sont devant nous et puis on avance tout doucement, tout doucement, tout doucement et puis au fur et à mesure on se rend compte que le brouillard se dissipe. Et bah là c'est pareil dans l'espace que j'ai envie de proposer à ces femmes, c'est qu'on avance pas à pas. Et surtout, surtout, qu'on sécurise. En fait, moi, je me suis rendu compte que la chose la plus importante, c'était de me sécuriser. Toutes ces années, en fait, où j'ai pas réussi à bouger, où j'étais bloquée dans ces situations et dans des situations qui ne me convenaient pas, qui ne me convenaient plus, c'était surtout parce que je me sentais pas en sécurité. Et quand je parle de se sentir en sécurité, c'est on a des mécanismes qui nous protègent et qui nous permettent de prendre des systèmes de défense pour éviter de se mettre dans des situations qui sont inconfortables. Or, dans la vie, je pense qu'on est là pour évoluer et quand on évolue, on passe nécessairement par une zone qui est inconfortable. Mais l'idée pour arriver dans cette zone inconfortable qui, à un moment, deviendra de nouveau une zone confortable et surtout permettra de vivre des expériences qui nous font extrêmement de bien intérieurement, ben, il faut comprendre qu'est-ce qui nous bloque réellement et qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir avancer. Et c'est jamais réellement une question de manque de motivation, de manque de discipline, mais je pense que c'est surtout une question d'identité. Et comme je disais juste avant, par exemple, l'intuition, elle m'a toujours amenée sur ce chemin-là d'accompagnement. Et je l'ai toujours éteinte. Parce que justement, je sentais qu'il y avait un énorme décalage, un énorme gap entre la personne que j'étais à ce moment-là et celle qui, potentiellement, pourrait ne serait-ce qu'imaginer accompagner quelqu'un. Et c'est le fait de changer la perception qu'on a de soi-même, qui on est, qui permet de pouvoir se rapprocher de la clarté et de cet alignement. Donc voilà, moi qui disais que je faisais des notes vocales de 40 minutes, nous voilà avec un podcast de quasiment 40 minutes. Bon, en tout cas, je crois que j'ai dit un petit peu l'essentiel. Et surtout, je voulais terminer sur pourquoi est-ce que du coup je choisis le coaching. C'est parce que depuis toujours, j'adore j'adore les connexions entre les humains, j'adore l'humain, j'adore comprendre comment fonctionne l'humain. Et pourquoi les femmes? C'est que depuis que je suis devenue maman, il y a quelque chose, je pense, qui me relie à la féminité aux femmes. Depuis que je suis devenue maman, il y a quelque chose, je pense, qui me relie à la féminité aux femmes que je ressentais pas autant avant. Et je pense que c'est les femmes qui ont le plus besoin de dégommer leurs croyances limitantes pour pouvoir s'autoriser, se permettre de vivre une vie qui leur ressemble, qui leur font plaisir, qui les font vibrer. Et rien que de pouvoir imaginer à vivre leurs rêves, à oser rêver plus grand, à avoir de l'ambition, à s'autoriser, juste ça, à s'autoriser, je trouve ça absolument incroyable. Donc voilà, c'était ce premier épisode de podcast. J'espère que ce monologue avec moi-même n'aura pas été trop long et que ça vous aura plu. En tout cas, ça me semblait important de préciser qui je suis, je crois. Et j'ai hâte d'enregistrer le prochain épisode. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à publier. Je vous souhaite une très 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 bonne journée et à très vite. Des bisous!